Hello, hello, c'est parti pour un nouveau numéro de votre podcast sur le canapé jaune. Sur le canapé jaune, vous savez, je l'ai toujours répété, ce sont des personnes qui sont vraiment expérimentées dans leur domaine, mais surtout des sujets très inspirants. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, la justice égalitaire. Nous allons parler du rôle des femmes dans le domaine juridique. Nous allons parler des défis auxquels elles sont confrontées dans le système judiciaire. Nous allons parler des lois qu'elles peuvent porter. Nous allons parler des cas aussi qu'elles portent. Mais la personne que vous allez voir tout de suite, la dame que vous allez voir tout de suite, c'est une personne très inspirante. C'est une personne engagée mais aussi brillante. Elle, c'est Madame Linda Sitou Milandou. Bonjour. Bonjour madame. Alors pour commencer, je ne sais pas comment je peux vous appeler. Maître, madame, comment je peux... Madame le substitut général, tout simplement. Madame le substitut général, je suis très honorée que vous ayez accepté cette invitation, que vous nous retrouviez sur ce canapé jaune. Nous allons parler du système judiciaire. J'en connais pas assez là-dessus et ça me fait toujours plaisir de rencontrer des personnes comme vous parce que à travers vous, je vais peut-être repartir avec quelques notions. Pour commencer, j'ai envie de savoir, vous vous sentez à l'aise? Oui, je suis à l'aise sur ce canapé jaune. C'est la première fois que je me retrouve sur un canapé jaune, mais c'est parfait. Donc, merci de me recevoir. Merci encore à vous d'être là. Pour commencer, j'ai envie que vous nous parliez de votre parcours. Je ne vous connais pas assez, peut-être ceux qui nous regardent également. Il y a aussi beaucoup vous connaissent, mais j'ai envie que vous nous rappeliez qui est Madame Linda Sitou Milandou. Alors, Madame Linda Sitou Milandou est magistrate, donc juriste. Donc, j'ai eu mon baccalauréat littéraire au lycée français Charlemagne à Pointe-Noire. Ensuite, j'ai poursuivi des études supérieures en sciences pénales et criminelles à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, en France. À l'issue de cela, j'ai passé le concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature du Congo, parce que je voulais rentrer au Congo et exercer ici. Après avoir obtenu mon concours, j'ai eu 2 ans de formation à l'École nationale d'administration et de magistrature du Congo. En 2013, j'ai été nommée substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville et où j'ai exercé aux côtés du procureur de la République pendant 10 ans. Et c'est en 2023 que j'ai été nommée substitut général près la cour d'appel de Brazzaville. Vous êtes magistrate, vous faites partie de l'association des femmes juristes du Congo. Vous avez finalement, je sais que vous avez probablement vu passer des milliers de cas concernant les femmes. Est-ce que vous pouvez nous partager 1 à 2 histoires qui vous a marqué finalement, qui concernent également les femmes? Alors effectivement, dans le cadre de l'Association des femmes juristes du Congo, nous recevons énormément de victimes de violences. Et depuis quelques années, l'association a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes un de ses chevals de bataille. Et donc dans ce cadre-là, nous avons reçu effectivement de nombreux cas. Et les cas qui m'ont le plus marqué sont les cas de féminicide. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup au Congo. Malheureusement, il y a énormément de femmes qui perdent la vie sous les coups d'un conjoint violent, etc. Or, la plupart du temps, ces personnes reçoivent plusieurs fois des coups, mais on se dit ça va passer, ça va aller, et puis finalement, elles finissent par perdre la vie. Donc ça, ce sont des cas extrêmes. Vous avez également des cas de viol sur des bébés. Le cas le plus grave, c'était un viol sur un bébé de 6 mois. Donc non. Un adulte, 6 mois. Donc c'était horrible. Et le bébé le bébé a survécu? Survécu, mais avec de graves lésions. Appareil génital complètement détruit. Elle est devenue aveugle, cette petite fille. Donc ce sont des cas un peu graves, mais qui existent malheureusement. Et puis après, nous avons également des cas un peu plus joyeux. Où on a des femmes qui se battent par exemple pour avoir la garde de leurs enfants, le papa qui fuit avec les enfants malgré tout dans un pays étranger, mais on a réussi à rattraper ses enfants et les ramener au Congo. Donc voilà un petit peu le genre de cas que voilà, c'est pas gai.
rencontrer ce genre de cas, ça ne vous touche pas, ça ne change pas parfois votre quotidien parce que bon, on repart chez soi après avoir entendu ou vécu. C'est vrai que c'est assez perturbant lorsque vous entendez. Au début d'ailleurs, quand on rencontrait ce genre de cas, il n'était pas rare que l'on verse des larmes. Hein, parce que quand vous voyez une mère pleurer ou des parents pleurer complètement désœuvrés. On est humain, donc forcément, mais on a appris avec le métier à prendre sur nous et à ne pas montrer à la personne en face que nous sommes complètement abattus. Parce que nous, notre rôle également, c'est de donner du courage à ces personnes en face de nous et les motiver en fait. Or, si nous montrons à ces personnes que nous sommes abattus, nous ne les aidons pas non plus. Mais c'est vrai que lorsqu'on rentre chez nous, on est complètement, on est un peu abattu. C'est pour ça qu'on en parle entre nous, pour ne pas que ça reste un poids pour également sortir, parce qu'on voit des choses graves. Est-ce que ça se travaille ou bien dans votre parcours, vous avez, j'ai envie de dire, des séminaires, des webinaires où on vous apprend à garder votre calme face à de telles situations? En fait, ça se travaille. Donc moi, personnellement, j'ai eu à travailler sur moi. Oui. Mais entre collègues, entre consoeurs au sein de l'association, on se coach également mutuellement. On assiste, on regarde des formations sur Internet, comment se comporter, parce qu'il y a également comment se comporter vis-à-vis des victimes de violences. Bien sûr. Vous voyez, des fois, vous avez des victimes en face, il y a une façon de leur parler. Oui. Des fois, vous dites, mais madame, je vous ai déjà dit 4 fois de ne pas repartir dans votre foyer. Non, on parle pas comme ça des victimes. Et ça, effectivement, ça s'apprend. Vous avez évoqué quelque chose, vous avez parfois des cas comme ça, des femmes qui sont sujettes à des violences. On sait aussi que les femmes ont souvent des difficultés dans l'accès à la justice et ne savent pas comment s'y prendre. Et ces mêmes femmes-là sont souvent confrontées à des situations comme le harcèlement, la violence conjugale et toute autre sorte de violence. Mais dans ce cas-là, comment vous traitez finalement ces cas, ces sujets-là? Alors c'est vrai que c'est une problématique qui est assez récurrente parce que nombreuses femmes sont confrontées à de nombreux obstacles. Vous avez des obstacles d'abord économiques, parce que la plupart sont démunies, elles n'ont pas les moyens d'ester en justice, de se prendre un avocat ou même de se constituer partie civile. La constitution devant un cabinet d'instruction est payante et donc du coup des fois elles se disent à quoi bon dépenser 25 000 francs pour une plainte alors que j'ai des enfants qui doivent manger. Vous avez également des obstacles culturels. Des fois, vous avez des familles où on vous dit mais vous allez aller porter plainte contre votre conjoint, ça se fait pas. Ou alors, si le conjoint t'a donné des coups, c'est parce que tu lui as mal parlé et l'homme est là également pour éduquer la femme. Donc, ne dépose pas plainte, rentre chez toi. Donc, on a ces pesanteurs, ces obstacles économiques, mais également culturels, pesanteur également sociale. Donc, et lorsqu'on reçoit ce genre de cas, on est vraiment en difficulté parce que nous ne savons pas comment accompagner ces personnes. À l'association, par exemple, nous les aidons à rédiger, par exemple, leurs requêtes, à rédiger leurs plaintes. Et des fois, certaines ont besoin d'être rassurées parce que des fois, celles qui viennent nous voir pensent ne pas avoir le droit d'aller en justice parce qu'elles pensaient que ce n'était réservé qu'aux hommes ou qu'à une certaine catégorie de personnes. Donc, nous faisons également de la sensibilisation et des fois, nous les accompagnons jusque dans les tribunaux pour que les personnes se sentent rassurées. Mais nous sommes limités parce que lorsqu'il faut mettre de l'argent en jeu, vous allez peut-être le faire pour 1 ou 2 victimes, mais vous ne pourrez pas le faire pour tout le monde, malheureusement. Nous avons des cas, des femmes qui, on va dire, n'ont malheureusement pas toujours, on va dire, des ressources pour se défendre. Et ce genre de femmes-là ne connaissent peut-être pas aussi les lois qui existent. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez finalement des orientations vraiment des orientations claires pour une femme qui nous regarde peut-être en ce moment, qui s'est recroquevillée sur elle-même parce qu'elle ne sait pas par où commencer? Qu'est-ce qu'on peut dire à cette femme-là? Alors, pour ce qui concerne les aides, le Congo a prévu une aide juridictionnelle. C'est-à-dire, la loi prévoit une assistance aux personnes démunies.
Donc, en général, c'est la chancellerie, donc le ministère de la Justice, qui peut subvenir, allouer cette assistance. Malheureusement, le ministère ne bénéficiant pas de cette allocation se trouve difficilement en mesure de répondre à cette problématique-là. Mais du point de vue de la loi, c'est prévu. Et maintenant, c'est au niveau de l'application de ces textes. Donc du coup, quand vous avez des victimes qui viennent vous voir, on est un peu désœuvré. Donc des fois, on les oriente vers le ministère de la promotion de la femme ou ministère des Affaires sociales, qui, ces ministères, à leur tour, mènent des actions, mais qui sont malheureusement insuffisantes au regard de toutes les victimes que nous pouvons compter dans notre pays. Madame Linda, est-ce que vous avez observé finalement, on va dire, une évolution dans la manière dont les femmes sont perçues dans le système judiciaire? Elles peuvent être plaignantes, elles peuvent être, j'ai envie de dire, avocates, elles peuvent être magistrates. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé? Oui, effectivement, il y a eu pas mal d'évolutions parce que avant, lorsque vous aviez des femmes qui étaient dans le milieu judiciaire, qu'elles soient magistrats ou avocates, souvent elles étaient un peu victimes des ricaneries des hommes ou des plaisanteries des hommes. Mais maintenant, les femmes peuvent exercer au même titre que les hommes et elles sont considérées comme des collègues à part entière par leurs collègues hommes. Hein. Donc à ce niveau-là, effectivement, ça a changé. Et la perception également des plaignantes. Parce que, vous savez, à l'époque, il y avait des plaignantes qui venaient se plaindre par exemple d'un conjoint trop violent, mais vous avez également des hommes de droit qui leur disaient mais c'est normal qu'un homme te batte, donc il faut repartir chez toi, ce sont nos traditions, c'est la loi, voilà, c'est la culture, donc il faut repartir. Et nombreuses ne portaient pas plainte parce qu'elles avaient eu en face d'elles quelqu'un, voilà. Mais là, depuis, il y a eu beaucoup de sensibilisation dans ce sens et les choses ont beaucoup changé. Et vous avez énormément de victimes qui savent qu'elles ont des droits et qu'elles peuvent également rester en justice. Et donc, il y a de plus en plus de femmes qui viennent porter plainte, qui connaissent leurs droits ou qui connaissent pas en profondeur, mais par exemple, nous avons la loi numéro 19-22 du 4 mai 2022, dite loi Mouebara. Donc vous avez... C'est la loi 19, hein. Exactement. On dit que dire la loi Mouebara. Voilà, en fait, c'est la loi 19-2022, okay. Voilà, du 4 mai 2022. Voilà, dite loi Mouebara. Exactement. Donc, et avec cette loi-là, il y a énormément de femmes maintenant qui viennent porter plainte et qui visent la loi même dans leur plainte, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est vrai. Mais vous avez parlé de la loi Mouebara. Pour moi, je me dis que cette loi-là a vraiment beaucoup été promulguée. On a beaucoup informé les femmes à propos de cette loi. Mais qu'est-ce que... Parce que pourtant, il y avait des lois qui existaient, qui protégeaient la femme. Mais je pense qu'elles n'étaient pas trop au courant parce que à travers la loi Mouebara, aujourd'hui, n'importe quelle femme, celles qui vont au marché, celles qui vont son petit pain dans la rue, dès que tu lui parles de la loi Mouebara, elle sait que, ah oui, ça c'est pour nous protéger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un tilt qui a fait qu'il faut vraiment faire un écho large pour que la femme soit informée? Effectivement. Alors, la loi Mouebara, c'est vrai que c'était un travail de longue haleine. Par exemple, nous, à l'Association des femmes juristes, depuis 2008, on parle de ces violences basées sur le genre. Oui. Et à l'époque, quand on en parlait, tout le monde disait « mais de quoi vous parlez ?» Parce que nous, on en parlait parce qu'on recevait des victimes. Mais pour le citoyen lambda, on se dit « mais ça n'existe pas en réalité ». Et finalement, vous voyez, depuis 2008, ce n'est qu'en 2022 qu'on a réussi à avoir une loi telle que celle que je viens de citer. Et il se trouve que dans notre code pénal, il n'y avait aucune infraction qui punissait, par exemple, pour violence économique. Vous avez dans des foyers certains hommes, vous allez travailler, vous avez votre salaire, mais il vous dit que c'est lui qui doit gérer votre salaire. Donc vous travaillez, voilà, et vous lui remettez. Mais ça, c'est une violence économique. Ou alors, vous avez des maris qui vous interdisent d'aller travailler, alors que c'est votre droit, de pouvoir travailler. Oui. Et donc, ce type de violence n'était pas contenu dans notre code pénal. Vous avez parlé également de harcèlement tout à l'heure. Oui. Le harcèlement également n'était pas prévu dans le code. Or, nous, pour, on va dire, en guillemets, pour juger, pour traiter un dossier, il faut que l'infraction soit prévue dans le code. Donc, s'il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas d'incrimination. Oui. Donc, toutes les femmes qui subissaient des formes d'harcèlement
étant donné que ce n'était pas prévu, ben, elle est rentrée chez elle parce qu'on ne peut pas retenir une infraction. Et là, la loi Mouebara est venue en fait combler un vide, notamment dans l'énumération de certaines violences qui n'existaient pas dans le code, notamment le code pénal. Par exemple, dans le code pénal, on parlait de violence au sens large, ou de coups et blessures, par exemple. Oui. Mais vous n'aviez pas de violence psychologique, Oui. vous n'aviez pas de violence Même économique, vous n'aviez pas, voilà, vous n'aviez pas tout ça. Et là, la loi Mouebara est venue justement prévoir cette typologie de violence. Et le fait qu'il y ait eu de la sensibilisation fait que les citoyens ordinaires, les femmes, savent qu'il y a maintenant cette loi qui les protège. Mais il faut encore sensibiliser. Et parce que même au niveau judiciaire, il y a encore des magistrats qui ne connaissent pas bien cette loi. Madame Linda, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant des défis rencontrés par la femme juriste, ou vous, dans votre carrière, s'il y a eu des difficultés rencontrées, et comment vous avez fait pour les surmonter? Alors, des difficultés, bon, déjà quand on arrive dans la maison de justice, on a des problèmes de bureau. On est 14 dans un bureau. Donc, le premier arrivé trouve une place. Ceux qui arrivent après sont debout. Donc, c'est difficile de travailler dans ces conditions. Nous avons une seule salle d'audience, ce qui fait que vous voyez, des fois on parle de la lenteur de la justice, mais la lenteur de la justice vient également du fait que nous n'avons pas de salle d'audience. Donc toutes les chambres correctionnelles ou civiles occupent la même salle d'audience. Donc s'il y a une audience correctionnelle aujourd'hui, la prochaine audience est dans 2 semaines. Oui. Et pour toutes les chambres, c'est le même temps. Donc du coup, problème d'audience. Oui. Et vous avez également le problème de la surpopulation carcérale. Oui, des fois, on défère au parquet de la République des individus qui viennent des brigades de gendarmerie ou des commissariats de police. Mais lorsqu'elles arrivent, quand vous voulez les placer à la maison d'arrêt par rapport à l'infraction, aux faits graves qu'elles ont commis et dont elles ont été les présumés auteurs, on vous dit qu'à la maison d'arrêt, il n'y a plus de place. Donc vous êtes obligé soit de les élargir ou de les libérer, de les laisser rentrer chez eux pour qu'ils se présentent à une date d'audience, donc ils comparaissent librement, ou alors on les place dans des commissariats ou dans des gendarmeries. Mais ça, ils y restent au-delà des... En fait, ils y restent le temps de passer devant une juridiction. En général, par exemple, lorsque vous êtes pris en flagrant délit, donc la prochaine audience, donc si c'est le lendemain, tout de suite on vous présente devant le tribunal. Voilà. Mais lorsque les policiers ou les gendarmes vous emmènent les individus, on vous demande à vous de payer le transport. Alors que s'ils étaient à la maison d'arrêt, il ne suffisait que de traverser et c'était réglé. Voyez, on a été confronté également à un problème de base de données. Nous n'avons pas de base de données. Donc si vous avez par exemple quelqu'un qui vient pour faire signer un casier judiciaire, vous n'avez pas la possibilité de vérifier si la personne effectivement n'a jamais commis d'infraction, n'a jamais été poursuivie ni condamnée. Donc ça c'est un problème. Et puis on n'a pas de bibliothèque. Si nous avons besoin d'informations, on est obligé d'aller sur Internet, etc., etc. Donc c'est un certain nombre de défis auxquels nous avons été confrontés. Et puis au départ, vous avez également les stéréotypes. Oui. Donc vous êtes une femme. Alors une fois, on a un aîné qui vient nous rendre visite dans notre bureau. Puis il dit, mais vos bureaux sont comme ça, mais il faut les nettoyer. Parce qu'en général, on a quelqu'un qui vient... Et puis là, les collègues hommes me regardent, disent, mais madame, à vous de prendre le balai. Et donc, sur le coup, j'étais choquée. Je dis, mes chers collègues, je vous signale que la fonction, elle est asexuée. Donc, vous êtes substitut. Je suis substitut. Ben voilà. Donc ici, je ne suis pas femme. Donc simplement. Je ne prendrai pas le balai. Et donc, c'est lui qui a pris le balai et qui a balayé. Je dis, chez moi, je suis femme, mais au bureau, la fonction, elle est asexuée. Ah donc, oui. Voilà. Donc après, et des gendarmes aussi, lorsque vous passez, vous voyez un collègue homme passer, on donne tous les honneurs, claquement de talons. Et vous, quand vous passez, des fois, vous dites bonjour, on vous regarde, l'air de dire... Et puis j'ai dit, ah bon, c'est comme ça, ok. Et puis une fois, en une semaine, l'attitude des gendarmes a changé. J'ai pas compris pourquoi. J'ai dit, mais ils me saluent, ils se lèvent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, je me souviens que 2 jours avant, j'avais été
à l'audience. Oui. Et puis j'avais pris des réquisitions et apparemment ça avait fait le tour du palais de justice. Et donc ils avaient eu vent, mais la substitut là, on dirait que voilà. Et donc ça a changé. Donc c'est le travail en fait qui a fait que ils ont changé leur attitude vis-à-vis de moi. Madame Léna est une femme libérale. Comment comment pouvez vous définir? Quand vous dites libérale, Une femme vraiment qui est, voilà, tout à l'heure on a parlé des violences conjugales, on a parlé des violences économiques. Il y a des femmes qui se laissent pas faire. Elles savent ce qu'elles veulent, voilà, même si elle est mariée, le mari n'a pas le droit d'influer sur sa vie de tous les jours, que ce soit sur sa vie professionnelle. Donc voilà, c'est vraiment, mais c'est vrai que dans nos cultures on ne conçoit pas ça. Est-ce que vous êtes cette femme-là qui... Je suis une femme qui sait ce qu'elle veut. Et j'ai la grâce d'avoir un mari qui sait ce que je veux en fait. Donc je n'ai pas à imposer ce que j'ai envie de faire. Il sait qu'est-ce qui est bien pour moi et il me laisse faire ce qui est bien pour moi. Donc je ne m'impose pas dans ma maison, je ne fais pas la loi à la maison. Voilà, donc je suis je suis professionnelle, mais je sais également quelles sont les limites. Je ne vais pas, par exemple, si mon mari me dit écoute, je suis pas d'accord pour qu'on fasse ceci. Non, je le fais. Non. Pas du tout. Là, par rapport à l'éducation que j'ai reçue et la société dans laquelle on vit, on m'a appris à échanger, discuter. Si je veux faire quelque chose, je propose, j'en parle, on en discute, et voilà. Et si ça passe, tant mieux, sinon je posais cette question, vous savez, parce qu'il y a certains parents qui ne laissent pas à leur fille de faire certaines études comme les études que vous avez faites, puisqu'ils ont des stéréotypes. Ils pensent que tu vas connaître la loi, non, tu vas plus respecter ton mari. Tu vois, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents-là qui ne veulent pas laisser leurs enfants faire leur choix de devenir demain comme femme juriste? En fait, tout est question d'éducation. Tout est question d'éducation, des valeurs, des bases qu'on pose déjà dès l'enfance. De la même manière que vous éduquez votre fille, vous éduquez de la même manière le garçon. On parlait par exemple d'égalité, mais l'égalité commence déjà depuis le bas âge et à la maison. Lorsque vous voyez que dans des familles, on demande, pendant que le garçon du même âge va jouer au foot, la fille fait la vaisselle et voilà. Ça, c'est pas, déjà c'est faux, c'est biaisé, et dans quelques années, on sait que ça va donner quelque chose de, voilà. Parce que le garçon qui aura appris à ne pas avoir les mêmes droits que sa sœur, en grandissant, on arrive à son lieu de travail, il va se comporter de la même manière. Il va se dire, mais moi, depuis que je suis petit, la femme, elle est inférieure à l'homme, et donc du coup, au travail, c'est pareil. Alors que voilà, mais tout part de la maison. Et les parents devraient laisser les enfants choisir ce qu'ils veulent. Parce que lorsqu'on est épanoui dans ce qu'on fait, on s'applique dans ce qu'on fait, on le fait bien. Lorsqu'on fait quelque chose juste parce que les parents ont demandé de faire ci ou ça, on se donne pas à fond dans ce qu'on fait. Du coup, quel est le conseil que vous pouvez donner aujourd'hui à cette jeune fille qui est peut-être en première année d'université, elle veut exceller dans le domaine du droit ou de la magistrature? Qu'est-ce que vous lui direz? Alors déjà, je lui dirais que la magistrature est un métier noble. Est un métier noble. Mais pour y arriver, il faut travailler. Travailler. Les filles, malheureusement, on a parlé de stéréotypes, on a parlé de pesanteur culturelle, elles ont une mauvaise image d'elles. Elles ont l'impression d'être des sous-hommes. Donc moi, je tiens à dire à ces jeunes filles, elles sont des hommes avec un grand H, au même titre que les hommes avec un petit H. Donc, tout passe par le travail. La valeur ajoutée qu'elles auront, ce sera par le travail et pas par autre chose. Donc à elles de travailler, à elles de se former, de se renseigner, de chercher des modèles aussi. Parce que des fois, on manque de repères parce qu'on n'a pas de modèle. Si vous êtes en droit, essayez de repérer quelqu'un, une avocate, une magistrat qui vous intéresse, vous rapprochez d'elle, posez des questions, essayez de vous inspirer. Donc voilà ce que je voulais dire à ces jeunes filles. Et pour les femmes de manière générale, dire aux femmes qu'elles ont des droits et qu'elles doivent faire valoir leurs droits. Et il faut sensibiliser sur les droits. La femme qui connaît ses droits peut sensibiliser autour d'elle également pour sauver les autres femmes autour.
On va se quitter, mais Madame Linda, alors j'aimerais bien qu'on reste là tout le temps parce que il y a tellement de choses que j'apprends et voilà, qui m'inspirent aussi. Quel est le message à l'endroit de toutes ces femmes qui vous regardent, qui ont compris finalement qu'elles ont des droits, vous l'avez dit, un appel à l'action peut-être. On veut avoir un monde là. Je dirais aux femmes d'oser parler, oser dénoncer, oser s'informer et oser se former. Oui. Voilà ce que j'avais. Simplement. Voilà. J'ai une doyenne qui me disait toujours, soyez gourmande de formation. Voilà. Madame Linda, je vous dis merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être passée sur le canapé jaune. Vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup. Peut-être que vous ne le savez pas. Et un modèle pour la plupart. Voilà pourquoi on n'a pas hésité à vous inviter sur ce canapé, puisqu'on sait qu'avec vous, voilà, et on en apprend encore un peu plus. Et surtout, bon vent à l'Association des femmes juristes et à vous-même surtout. On vous retrouvera très prochainement, j'en suis sûre. Et je dis au revoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment. C'est fini. Rendez-vous au prochain épisode. Mais comme à l'accoutumée, je ne vous laisse pas partir les mains vides. J'ai un cadeau pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur le canapé. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci encore. À très bientôt. Elembo, il y a MTN, l'empreinte du progrès.